Nos murs ont des oreilles. Bonjour. Bienvenue sur le podcast du Conservatoire municipal de Vincennes. Je reçois aujourd'hui Bertrand Play, compositeur, qui vient nous parler du concert qui aura lieu le dimanche 5 février à 16 h. La réservation est ouverte et conseillée par mail à conservatoire@vincennes.fr. L'entrée est au tarif unique de 8 €, gratuit pour les élèves du conservatoire. Le concert du dimanche 5 février s'intitule « Et les mots et les sons et autres sons en mots ». C'est d'ailleurs le titre de la création de Bertrand Play. Il y aura aussi des œuvres de Bach, Haydn, Rebottier. C'est un concert avec l'ensemble Zelig, Carole Aymar, le chœur d'enfants et de jeunes et l'ensemble vocal de jeunes du Conservatoire de Vincennes. Terminé, il faut dire que ce projet bénéficie du soutien du département du Val-de-Marne. Bonjour Bertrand Play. Bonjour. Alors, Bertrand Play, qui êtes-vous? Alors, je crois que vous avez commencé vos études musicales par la trompette. Exactement, je suis du Jura déjà. C'est donc là où j'ai fait mes premières armes dans la musique. Et effectivement, mon premier instrument était la trompette. Et donc j'ai commencé à l'école intercommunale de Blétrand, exactement. Et ensuite, j'ai monté les échelons. J'étais à Lons, donc, qui était la préfecture où j'ai fait le conservatoire, toujours en trompette classique. Et par ailleurs, j'étais au lycée à Lons-le-Saunier. C'est là que j'ai commencé à découvrir la musique actuelle. Ensuite, j'ai fait mes études supérieures à Lyon en musicologie. Et donc, j'ai poursuivi la musique. Alors à ce moment-là, je savais que je voulais faire de la musique. Et je faisais un peu de la musique tout azimut, c'est-à-dire que j'étais en clavier électronique à la Villeurbanne. J'avais pas continué la trompette classique, mais en jazz au CRR. Je faisais aussi de l'harmonie, contrepoint, et j'avais aussi, par curiosité, commencé les cours de composition, donc toujours au CRR. Et donc ma licence, puis mon master pro en musique appliquée aux arts visuels de l'Université Lyon 2, et ayant eu mon DEM de composition, j'ai passé avec succès en 2012 l'entrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, CNSMD. J'ai commencé donc la composition là-bas dans la classe de Robert Pascal, compositeur du sud de la France, décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai fait mes 5 années là-bas, j'ai aussi Philippe Hurel en prof de composition. Et à l'issue du conservatoire, j'ai fait le cursus IRCAM, donc réservé aux compositeurs, en 2017-2018. Et depuis à peu près la même année, je me suis professionnalisé, donc je suis compositeur de métier maintenant. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être compositeur? Comme je disais, j'ai commencé dans des écoles de musique et j'ai quand même plutôt découvert les musiques actuelles, le jazz, le reggae, la funk, tout ça. C'est ça qui m'a plutôt fait venir à la composition, dans un sens où je commençais à former mes premiers groupes au lycée. Et puis, on était des formations un peu bizarres. Moi, j'ai travaillé avec un ami qui faisait de la cornemuse, par exemple. Ah oui, original. D'autres qui faisaient des claviers électroniques, des batteurs, etc. Il y avait toutes sortes de musiciens, des saxophonistes, tout ça. Et à un moment donné, fatalement, on devient arrangeur parce qu'on dit, tiens, comment on va faire les choses. Et puis, petit à petit, quand on arrange, on dit, tiens, on a envie aussi de faire ses propres choix, ses propres idées musicales. Et donc, c'est plutôt par la musique actuelle que je suis venu à la composition. Et en fait, d'abord, avant de composer, on essaie de comprendre la musique. C'est pour ça que j'ai fait les cours d'harmonie, d'écriture et de comprendre les mécanismes. Et en fait, plus on avance, plus on a de l'appétit pour aller toujours plus loin dans les recherches, etc. Et donc, la musique contemporaine est peut-être le stade ultime de la recherche dans la composition, je dirais. Parmi les compositeurs qui t'ont précédé, lesquels t'ont donné envie de devenir compositeur? Je crois que j'étais impressionné par certaines œuvres plus que par des compositeurs. Oui, alors quelles œuvres? C'est un grand classique, mais le Sacre du Printemps. La première écoute a été assez hypnotisante, je dirais, assez impressionnante. Après, il y en a eu d'autres. La découverte du métier, des mécanismes de composition m'ont fait revenir sur des compositeurs que j'avais peut-être plus ou moins oubliés. Mais c'est vrai que, étant quand même assez attaché à l'écriture, à la forme, à l'artisanat, des compositeurs qui travaillent comme ça, la forme, qui la sculptent comme Beethoven, ce sont des références. Après, bien sûr, il y en a d'autres, mais Beethoven et Stravinsky, c'est quand même pour moi deux phares assez importants dans mon parcours et dans mon langage aussi.
Et alors, comment tu définirais tes compositions? Alors, en tout cas, pour celles qu'on va entendre le 5 février, c'est vraiment basé sur la langue, ce qui est plutôt original. Effectivement, dans ce concert, il y a aussi de la musique de Robotier qui manie très bien la langue. Et c'est vrai que ça fait quelques années que j'essaie de travailler sur le renversement d'un concept. On parle toujours d'un texte mis en musique. Jamais la musique ne précédera un texte en général dans la construction de la composition. Quand on est compositeur, on aime bien essayer d'entrer par tous les angles possibles dans la matière et dans la composition. Et donc, du coup, j'ai voulu travailler ce concept de musique mis en texte. Donc, on renverse la perspective. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que la musique mise en texte pour moi? C'est de partir d'idées musicales et donc fatalement d'idées vocales, de la voix, de comment utiliser la voix, pour ensuite en déduire un texte. Par exemple, j'aime bien ce qu'on appelle les voyelles nasales, tout ce qui est on, en et un. Donc du coup, j'ai voulu travailler un texte qui fasse passer de on à en à un. Et donc ça a donné par exemple, dans l'œuvre que vous allez écouter donc, le 5 février, un petit canon qui s'appelle On confond. Et donc ça fait On confond mon bon nom ronron, donc les voyelles en on. Ensuite, j'entends cancan pendant 100 ans, les voyelles en, et quintintin, un brin, zin, zin, gin. Donc on a ce qu'on appelle une assonance en on, en et en un. Et donc c'est pour travailler sur ces différentes qualités sonores. Et donc c'est bien une qualité sonore que je recherchais, une idée vocale qui m'a inspiré, on va dire, ce texte que j'ai écrit par moi-même. Et alors, de ce texte, tu crées la musique ou non? La musique a précédé là pour le coup. C'est un peu particulier parce que l'idée, c'est une idée sonore. Ensuite, j'en déduis un texte, mais ensuite, évidemment, je travaille de pair le texte et la musique, c'est-à-dire la longueur de mon vers en fonction de ce que je veux faire en musique, etc. Donc les deux sont confrontés. Mais ce qui change, c'est que c'est pas le texte qui a été construit en premier, mais c'est vraiment l'idée sonore du on, un, en. C'est ça que je voulais. C'est ça, j'avais cette idée de sonorité en tête. L'idée d'un canon, effectivement, c'est comme un superposé on, un, en, évidemment. Donc l'idée musicale est un canon, mais le texte, il arrive en bout de course parce que je savais que je voulais faire un canon, je savais que je voulais des on et des en et des un, et il me restait plus qu'à écrire le texte, voilà. Donc finalement, ça renverse la temporalité de la construction entre texte et musique, voilà. Alors, ce n'est pas ta première œuvre pour ensemble vocal, il y en a au moins deux autres. Oui, alors il y en a même plusieurs autres, en fait. Des œuvres sacrées, notamment avec l'ensemble Alchimia, avec qui je suis en construction d'une unité sur la liturgie catholique, en fait, donc avec le temps pascal, le temps de la Pentecôte et le temps de la Nativité. Après, dans la musique vocale, j'ai des œuvres pour solistes et ensemble, une pièce qui s'appelle So oder so und so weiter, qui était déjà une pièce où j'avais écrit le texte. Il y a eu aussi une série de pièces que j'ai écrites sur des textes de Richepin, de Jean Richepin, un poète du 19e siècle, qui s'appelle La chanson des gueux. Une pièce qui s'appelle Passerelle en tournée à Lyon avec l'ensemble Spirito. C'est des comptines, de la musique pour enfants, mélangée avec de la musique contemporaine. Et puis il y a aussi une poétesse congolaise qui s'appelle Marie-Léontine Sibinda. Et là c'est une grande collaboration, c'est la 3e fois que je mets ces textes en musique. J'avais travaillé une première fois avec plusieurs auteurs africains, avec déjà des chœurs ou des chorales d'enfants. C'était donc avec le conservatoire d'ici, les Moulineaux et de Vanves. L'autre collaboration avec Marie-Léontine Sibinda, c'est le premier projet avec Zelig et Carole Aymar. Exactement. Les textes de Marie-Léontine Sibinda sont d'une souplesse incroyable et très malléable, en tout cas pour un compositeur, c'est très agréable. À la mise en musique, pour le coup, classique. La voix de Carole Aymar est aussi très inspirante pour un compositeur et j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Et donc moi j'avais la chance d'avoir à la fois cette poétesse qui a vraiment cette écriture très souple et à la fois Carole qui est une chanteuse avec des potentialités énormes dans sa voix. Et donc la réunion des deux a été très intéressante et donc a donné une première série d'œuvres qui s'appelait les Bilokola Ensambodia, 7 petites chansons autour de poèmes de Marie-Léontine Sibinda. La musique vocale, c'est vrai, est très très importante dans mon catalogue, c'est quasiment 50% des pièces. Combien d'œuvres dans ton catalogue jusqu'à maintenant ? Un catalogue, c'est compliqué parce qu'il y a des œuvres qu'on peut enlever, retirer. Oui. Moi, j'ai décidé que les œuvres que j'ai composées à partir de la licence, je les garde. Elles ne sont pas toutes parfaites, mais dans toutes, j'arrive à avoir des satisfactions ou en tout cas, je les garde sous le coude parce que je me dis, ah là, j'ai quand même trouvé quelque chose ou peut-être que je dirais ça dans 5-6 ans, je modifierai un peu des trucs aussi. Hein. Et c'est vrai que je ne suis pas à tout jeter non plus parce qu'il y a quand même des moments de grâce, même dans les œuvres qui ne sont pas forcément toujours parfaites. Donc 25 œuvres à peu près, c'est ça ? Entre 25 et 30 œuvres, oui. Alors, je crois que tu nous as amené quelques extraits. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? J'ai emmené, moi, 5 des 7 Bilokola Ensambodia. Alors, on écoute « Je suis belle ». Aux cheveux plats de cou, aux slogans sans allure, je suis
m'en fous. C'est le soleil qui m'a brûlé sur la terre de mon père. Je suis belle et je suis moi. Je règne aux 4 points cardinaux sur la terre de mon père. Rosa, parti, parti, la belle fête, parti, parti, du papétin, et debout dans la lumière de la chapelle, du papétin, et debout, du papétin, et debout. Aujourd'hui, c'est Billy, la musique c'est la folie, la musique c'est Billy. Je suis belle et je m'en fous. Angela, c'est Davis, regard amical, les pensées sur G. Morrison, c'est Tony Morrison, et puis tu risques délivrance. Angelou, c'est Maya, libérée de sa cage de l'histoire. Je suis belle et je m'en fous. Christiane, c'est Henri, intelligence ouverte et solidaire, qui interroge la mémoire océane jusqu'aux rives de Gorée et de loin de résilience et quête d'atterrir des d'Italie. Je suis belle et je suis moi, je règne sur le terroir, faisant fi de la folie, de vous à l'intelligence triste, de toute la tristesse de l'Italie. Ni dans le ni dans le prénom de l'Angelo, ni dans le ni dans le je suis belle et je suis moi, je m'en fous, je regarde son amour, je pose une péniche pour Venise, je suis belle et je m'en fous. Donc c'est de cette collaboration avec Zelig et Carole Aymar qu'a germé l'idée d'une nouvelle collaboration et le projet qui nous occupe aujourd'hui. Exactement. On avait envie d'un nouveau projet. Dès 2020, Bernard Morland, qui est mon interlocuteur auprès de Zelig, se dit on a envie de remettre le couvert avec toi. Alors, je trouvais ça super bien. Arrivé en début 2022, c'est Bernard qui m'a dit tiens, on pourra peut-être aussi élargir le projet. Et moi, évidemment, ça me parle bien parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et puis, j'aime particulièrement travailler avec le monde amateur parce qu'il y a une fraîcheur qui est extrêmement intéressante. En tout cas, il y a un supplément d'âme. Une œuvre contemporaine, en tout cas c'est ma vision des choses, elle est en partie réussie quand l'interprète s'en est saisi complètement et je dirais a pris son autonomie par rapport au créateur. Je m'aperçois, quand on commence à travailler une de mes pièces, il y a un moment donné, l'interprète, ou le groupe d'interprètes, je sens qu'ils comprennent la pièce, ils l'ont suffisamment décortiquée, travaillée, et ils la prennent en main. Ils sont autonomes dessus, c'est-à-dire, je peux toujours dire des choses dessus, mais ils l'ont suffisamment ancré en eux pour avoir la force et l'énergie de la défendre, et de se dire, vraiment, je suis l'interprète de ça, et ça m'appartient quelque part un peu parce que je défends quelque chose. Ça passe par des moments qui sont souvent un peu douloureux. J'avais eu des expériences avec cet orchestre amateur où les premières répétitions étaient très difficiles parce qu'il y avait une espèce de méfiance, voire même de défiance par rapport à ce que j'avais écrit. Et bon, moi je me souviens d'être assez expérimenté en me disant mais si vous avez fait une première répétition et que ça sonnait super bien, j'aurais presque été vexé parce que ça n'aurait pas été de la bonne musique contemporaine. Et en fait, au moment du concert, ils se sont rappelés de ce moment-là et ils m'ont dit ah mais oui, mais t'avais raison à ce moment-là. Avec les enfants, il y a moins ce rapport-là. C'est-à-dire au début ça sonne pas, c'est pas grave. Il y a moins d'inhibition que chez les adultes, alors ils y vont et puis ils tentent des choses. Et en fait, finalement, ça se passe en général très bien. Comme les adultes, ils ont à un moment le sentiment de prendre en charge la pièce, ils ne s'en rendent même pas forcément compte d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en général jamais trop tôt dans la musique contemporaine. Mais j'ai de la chance, c'est que moi, ça arrive quand même souvent. Et le mieux, c'est à quelques jours du concert, parce que si c'est trop de jours avant, ça peut rebaisser un peu. Mais quand ça arrive en général, dans les dernières répétitions, c'est très bon signe. Et ça, avec les professionnels, ils sont assez rompus à ça. C'est-à-dire qu'ils savent gérer ce moment-là et ils savent très bien que ça va arriver. Mais ce moment-là, les amateurs ne le connaissent pas. Et là, on est dans un moment de poésie et de magie, je trouve. Que quand l'amateur se rencontre, qu'il défend une pièce vivante, il a une espèce de fierté, une espèce de sentiment de vivre l'instant musical de manière très forte. Et j'avoue qu'en tant que compositeur, être aux premières loges pour voir ça, c'est extrêmement émouvant. Enfin, voilà. C'est pour ça que je n'arrêterai jamais, je pense, d'écrire pour le monde amateur, parce que
Ce moment-là est un trésor, je trouve, dans les moments musicaux. C'est un des moments très très intéressants et très intenses de la vie musicale, je trouve. Alors justement, qu'est-ce que ça implique d'écrire pour des enfants? Je fais partie des compositeurs qui écrivent ce qu'on appelle pour. C'est-à-dire qu'on prend un instrument, un instrumentiste, et on cherche à écrire pour l'instrument. C'est le premier acte de composition, c'est de regarder ce qu'on peut tirer de la sonorité de l'instrument, qu'on essaie de pousser les limites de l'instrument, mais en conscience de l'instrument. Finalement, la réalité, c'est le résultat sonore, c'est le concert. Donc, naturellement, je n'irai pas écrire des trucs dont je sais pertinemment qu'ils ne fonctionneront pas au final. Pour moi, c'est assez naturel, c'est assez fluide, en fonction du projet, du temps de répétition. Ça va même jusque-là. Le projet, les circonstances font beaucoup dans l'écriture. Moi, je crois beaucoup à ça. J'écoute un peu aussi comment ça répond et après, j'adapte toujours l'écriture. Alors c'est vrai que tu avais d'abord rencontré les élèves. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un premier temps en juin où j'écoute, j'essaie de prendre des notes un peu sur comment ça réagit, les catégories d'âge, comment ça chante, etc. pour avoir une petite idée de ce que je peux faire. Et donc ensuite, il y a une première phase de travail, de recherche, d'expérimentation. Et en octobre, j'étais venu ici avec des petits bouts de matériaux. Par exemple, il y avait un petit bout du canon On confond, les prémices de la pièce finale, que j'ai expérimenté avec eux. Et donc à partir de là, j'ai vu tiens, ça marche bien, ça marche moins bien. Et donc, j'ai pu adapter ensuite l'écriture en fonction de l'expérience en octobre dernier. Il a fallu effectivement un petit peu aménager des petites choses parce que le temps de répétition ne permettait pas de faire tout. Techniquement, je pense que c'était possible de tout faire, mais en termes de temps, mais l'essentiel de la pièce y est. Alors on est à 10 jours du concert, est-ce que l'alchimie dont tu parlais tout à l'heure, là, cette réappropriation par les interprètes, a eu lieu ou pas? Alors pas encore. Alors non, clairement elle n'a pas eu lieu pour le moment parce qu'ils sont dans la lutte pour comprendre les mécanismes, pour essayer de travailler et de comprendre. Je pense que ça sera samedi. On est à une semaine du concert, il reste très peu de répétitions et ils vont avoir une envie de défendre la chose où ils seront plus tant dans la lutte mais dans le plaisir de le plaisir, c'est ça. Voilà, dans le plaisir de défendre. Il y aura aussi des instrumentistes, donc peut-être que ça va aussi débloquer des choses dans leur tête. Et finalement, c'est pas si grave que ça arrive tard parce que, comme je disais, si ça arrive trop tôt, qu'il y a encore des répétitions derrière, il peut y avoir un effet de léger. Le soufflet retombe. Voilà, c'est ça. Moi, je me souviendrai toujours que ma pièce de prix, en 2016, j'avais demandé à ce qu'elle soit jouée pas dans la belle salle Varèse à Lyon, mais dans une salle annexe. Et donc, ça sonnait un peu carton, machin, etc. Et j'avais dit non, on va faire toutes les répétitions là-bas, sauf la générale, évidemment. Et on a fait juste la générale en salle Varèse. Et comme c'était une pièce qui était quand même beaucoup basée sur des phénomènes sonores, il y a eu une espèce de second souffle à la générale et qui a redonné aussi pour le concert une espèce de magie, en tout cas de redonner un coup de fouet aux interprètes dans la défense de la pièce. Je pense qu'on aura à peu près ce même phénomène samedi vu qu'on va répéter dans les conditions concert. Voilà, donc on écoute un extrait de Todol. Petit extrait de ma pièce de master dont je viens de parler, Todol, une bonne représentation de mon travail, une œuvre instrumentale à grands effectifs.
Merci beaucoup Bertrand Play d'avoir répondu à ces questions. Et donc on se retrouve avec l'ensemble Zélie, Carole Aymar, et puis donc le chœur de jeunes, le chœur d'enfants et l'ensemble vocal de jeunes du Conservatoire ce dimanche 5 février pour ce concert. Merci beaucoup, c'est un plaisir de travailler avec le Conservatoire et donc voilà, expérience à renouveler. Voilà, c'en est fini pour ce numéro de Nos murs ont des oreilles. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Merci, au revoir.